Alors, bonsoir à tous. Donc, c'est un plaisir de se retrouver ce soir et d'échanger sur la thématique du syndrome métabolique et ses interactions avec le surpoids et l'obésité. Finalement, c'est un des bons côtés de la Covid, si on peut dire, il y en a quand même, c'est de pouvoir échanger par le biais d'Internet et de façon interactive. En effet, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez sur l'onglet questions qui est à droite sur l'écran et on peut ainsi échanger de façon interactive. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au syndrome métabolique? C'est parce qu'en fait, c'est extrêmement fréquent. Alors, c'est un syndrome qui est connu depuis un siècle, qui est une situation clinique qu'on rencontre fréquemment, qui concerne tous les médecins, quel que soit son mode d'exercice. Et pourtant, la définition ne date que d'une vingtaine d'années. Elle a été définie par l'OMS, qui n'est pas toujours, on le sait, très réactive. Et dans cette définition, c'est l'association de 3 facteurs parmi 5. Alors, ces 5 facteurs, il y en a 2 qui sont des facteurs cliniques et 3 qui sont des facteurs biologiques. Mais ce sont des facteurs simples à obtenir. Les 2 facteurs cliniques, c'est tout simplement la mesure du tour de taille. Donc, on utilise un centimètre de couturière. Il faut mesurer 2 centimètres sous l'ombilic, donc de façon standard, d'abord chez le même individu pour pouvoir comparer d'une consultation à l'autre, et puis d'une façon générale pour définir le critère que le tour de taille doit être supérieur à 94 cm pour intégrer la définition du syndrome métabolique, et chez la femme, supérieur à 80 cm. La mesure doit être effectuée les pieds bien à plat, en position debout, et on s'assure que la mesure est bien horizontale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la définition de l'obésité, c'est le tour de taille supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme. Ça veut dire que on peut présenter un syndrome métabolique sans obésité. Le deuxième critère clinique, c'est la mesure de la tension artérielle avec une mesure de la systolique supérieure à 130 mm de mercure et ou bien une mesure de la diastolique supérieure à 85 mm de mercure. On peut rappeler aussi que la définition de l'hypertension artérielle, c'est une mesure de la systolique supérieure à 140 et de la diastolique supérieure à 90 mm. Là aussi, ça veut dire que pour intégrer le syndrome métabolique, ce n'est pas nécessaire de présenter une hypertension artérielle. Et puis, à ces 2 facteurs cliniques s'ajoutent 3 facteurs biologiques. C'est la mesure de la glycémie à jeun. Donc, on admet que pour intégrer la définition, ça doit être supérieur à 1 gramme par litre, ou plutôt 5,6 millimoles dans les nouvelles unités, en rappelant que le diabète, c'est supérieur à 7. Donc, on peut présenter un syndrome métabolique sans être obèse, sans être hypertendu et sans être diabétique. Et puis, les 2 autres facteurs biologiques, c'est le dosage des triglycérides supérieur à 1,5 g, c'est-à-dire 1,7 millimoles par litre. Et le dernier, c'est le bon cholestérol, les HDL, inférieur à la normale, c'est-à-dire inférieur à 0,4 g par litre chez l'homme et inférieur à 0,5 g par litre chez la femme. Alors, cette définition du syndrome métabolique, elle est à la fois relativement simple, parce que ce sont des critères faciles à obtenir, mesurer la tension, mesurer le tour de taille et une simple prise de sang. Et à la fois, il faut bien la garder en tête parce qu'il faut se rappeler ces chiffres en soulignant que seulement l'association de 3 de ces facteurs suffisent à définir ce syndrome. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au syndrome métabolique et à ses interactions avec le surpoids? C'est parce que la fréquence est très élevée. Dans une étude de l'INSERM rapportée en 2016, donc ça s'est probablement dégradé depuis, aggravé depuis, on retient que 22% des hommes présentent un syndrome métabolique et 18% des femmes. En gros, une personne sur 5 présente un syndrome métabolique. C'est considérable. En fait, si on est un médecin et qu'on
on imagine qu'on voit 30 patients dans la journée, eh bien, ça veut dire que statistiquement, 20%, ça représente 6 personnes qui ont un syndrome métabolique. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire, bah, si on suit, je crois que c'est en moyenne 1000 patients par médecin, eh bien, si on suit ces 1000 patients, 20%, ça veut dire qu'on suit chacun de nous 200 patients qui présentent un syndrome métabolique. C'est considérable et ça ne cesse de se dégrader. Alors, c'est très fréquent. C'est facile de faire le diagnostic, le dépistage, encore faut-il y penser. Ça coûte pas cher puisque c'est simplement la prise de sang. Dans la genèse de ce syndrome, il y a une pathogénie qui est complexe, mais qui fait intervenir d'une part la résistance à l'insuline et d'autre part la résistance à la leptine. Alors la leptine, c'est assez à la mode, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone anorexigène, c'est-à-dire que c'est, entre guillemets, l'hormone de la satiété. C'est une hormone qui est sécrétée par l'estomac de façon très rapide dans les 15 minutes qui suivent l'ingestion des aliments. Ça souligne d'ailleurs que dans une démarche de perte de poids, il faut prendre le temps de mastiquer, manger lentement pour faire intervenir la leptine dans la sensation de satiété. Mais la leptine, elle n'est pas seulement sécrétée par l'estomac, elle est aussi sécrétée par le muscle lisse, par le tissu graisseux, par la moelle osseuse aussi. Donc, il y a une sécrétion qui est complexe. Et puis, dans la genèse, dans la pathogénie de ce syndrome métabolique, il y a d'autres facteurs qui interviennent. L'hérédité, okay, on sait tous que il y a des gens qui ont propension à prendre du poids, d'autres qui n'en prennent jamais. Donc, il y a nécessairement des facteurs génétiques. Mais il y a également, comme toujours, des facteurs innés et des facteurs acquis. Et dans les facteurs acquis, la façon d'évoluer dans la vie, dont la sédentarité, la façon de s'alimenter, en particulier l'alimentation déséquilibrée, et puis les perturbateurs endocriniens. Donc ce syndrome, c'est très fréquent, c'est étonnamment méconnu, ou pas assez connu, mais je me rends compte quand même que dans les réunions médicales, dans les différentes réunions, maintenant on en parle de plus en plus. Donc c'est vraiment un syndrome qu'il faut avoir présent à l'esprit, d'autant que, on le rappelle, c'est une personne sur 5. Ce qui est intéressant dans le dépistage, c'est qu'il y a en fait une phase pendant laquelle longtemps il n'y a pas de symptômes. Et c'est pendant cette phase-là qu'on peut déjà être efficace, parce que ce syndrome est corrélé de façon très significative aux maladies cardiovasculaires. Mais pas seulement, en fait, c'est tout l'organisme qui est concerné, ça peut être le retard de règles, ça peut être une infertilité. On sait sur le plan digestif que ce qu'on appelle la maladie du soda, c'est-à-dire la stéatohépatite non alcoolique, eh bien, ça engendre une fibrose au niveau du foie, puis une hypertension portale, puis une cirrhose, puis une greffe néoplasique. Donc, sur le plan digestif, il y a un retentissement qui est majeur. On peut aussi mentionner l'apnée du sommeil qui interfère avec le syndrome métabolique. C'est très important d'avoir à l'esprit parce qu'il y a des implications médico-légales qui sont évidentes. Alors, ok, on dépiste le syndrome métabolique, on veut le prendre en charge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, on va parler des régimes, mais en fait, les régimes, on se rend compte, et de plus en plus de travaux scientifiques mentionnent que les régimes conduisent à des échecs. Parmi tous ces travaux, il y a 2 études que je voudrais quand même rapporter, que je trouve très impressionnantes. La première, c'est le travail de Pietiläinen et collaborateurs, j'espère bien prononcer ce nom finlandais, donc qui est publié dans une revue à comité de lecture, qui est International Journal of Obesity, et qui est une étude récente puisqu'elle a été publiée il y a 9 ans, et qui est incroyable parce que, et à ma connaissance, c'est la seule étude rapportée dans le monde qui ne concerne que des jumeaux et des vrais jumeaux, c'est-à-dire des patients par couple qui ont exactement le même bagage génétique. On peut de cette façon-là, en voyant comment évoluent ces jumeaux dans leur vie dans des endroits différents, on peut supprimer le fait de dire bon, bah, ils n'ont pas les mêmes gènes et tout ça. Et on se rend compte qu'il
Donc ces auteurs ont étudié ce qui est considérable, 4129 paires de jumeaux, et se sont rendus compte, avec ce titre provocateur, Does dieting make you fat, c'est-à-dire est-ce que de faire des régimes, ça vous rend gros? Eh bien la réponse est sans contestation oui. Pourquoi? Parce que ces auteurs ont étudié que plus dans un couple de jumeaux, il y a de régimes qui sont effectués, plus à la sortie, le patient a pris du poids. Donc c'est très dérangeant, ça pose la question de l'utilité des régimes. Et puis, le deuxième travail qui est aussi dérangeant, c'est une étude de Bangalore et collaborateurs, c'est une étude nord-américaine qui concerne 9509 patients, donc c'est une cohorte très importante, il y a assez peu de place pour les biais statistiques. Et dans cette étude donc de presque 10 000 personnes, ils se rendent compte qu'ils ont étudié les fluctuations du poids au cours du temps et le risque d'apparition d'une maladie cardiovasculaire. Et là aussi, la conclusion est sans appel. Plus il y a de fluctuations du poids, et puis plus le patient est exposé à un risque cardiovasculaire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, sur le plan métabolique, le fait de perdre du poids, ça engendre un stress oxydatif, un stress au niveau cellulaire. Donc ça entraîne des radicaux libres qui ont un effet délétère sur la santé, en particulier sur le plan cardiovasculaire. Et puis en plus, naturellement, le fait de faire des régimes, d'échouer, de reprendre du poids, ça brise la confiance en soi et donc il y a vraisemblablement des facteurs psychologiques qui sont intriqués. Quoi qu'il en soit, ces régimes, c'est décevant. Et puis d'ailleurs, le bon sens, c'est de se dire, si finalement il y avait un régime qui marchait, il n'y aurait pas besoin d'en proposer, de faire des nouvelles propositions de régime qui font souvent la fortune de leurs initiateurs, mais qui ne rendent pas nécessairement service aux patients. Alors, il y a quand même, je dirais, deux petites entorses deux petites exceptions. C'est d'une part le régime qualifié de crétois ou méditerranéen, donc qui a été rapporté en 1950 par un auteur qui s'appelle Keyes, qui s'est rendu compte que sur l'île de la Crète, eh bien, les gens vivaient statistiquement plus longtemps que sur d'autres îles. Et il s'est interrogé, il s'est posé la question, et il a retenu que le régime crétois, qui privilégie la viande de façon très réduite et la viande blanche, l'huile d'olive, les fruits, les légumes, le fait de boire beaucoup, le fait de limiter son alimentation entre 1800 et 2500 calories, eh bien, il s'est rendu compte que les gens vivaient statistiquement plus longtemps. Et puis, il y a un deuxième régime qui ne heurte pas le bon sens, qui s'appelle pompeusement le régime volumétrique. Volumétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on boit beaucoup d'eau. Autrement dit, quand on a faim, on peut prendre une pomme et un verre d'eau, un grand verre d'eau, et le fait de remplir l'estomac, ça contribue à une sensation de satiété, vraisemblablement par le biais de récepteurs qui sont situés au niveau de la paroi gastrique, et la distension envoie au cerveau un influx en disant bon, l'estomac est rempli, ça coupe la sensation de faim. Voilà, on comprend donc que ces régimes, ça n'est pas la solution, et plus que cela, ça peut même être délétère pour l'organisme. Alors, pourquoi ces régimes, ça ne fonctionne pas? Il faut se référer à une terminologie qui est devenue populaire, qu'on appelle l'effet yo-yo. On se rend compte, les patients l'utilisent largement en disant « Ah docteur, mon poids, il fait que le yo-yo ». Donc tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire. C'est les fluctuations, un petit peu comme l'image d'un yo-yo. Alors pour faire court, cet effet yo-yo qui a été rapporté par un universitaire américain qui s'appelle Brownwell de l'université de Yale, c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est très important que les patients comprennent pourquoi ils s'exposent à une reprise du poids. Alors, vous avez 4 groupes de colonnes ici. Il y a le premier groupe de 3 colonnes qui est avant le régime. Ensuite, il y a plus à droite, il y a la phase de régime. Il y a le troisième groupe de colonnes, c'est la fin du régime. Et la quatrième phase, c'est après le régime. Alors, si on s'intéresse à la première colonne,
et qu'on fixe de façon arbitraire les calories apportées, donc c'est la colonne verte, sur une base 100. Bon, peu importe à quoi ça correspond, on apporte 100. En fait, quand on apporte 100, l'organisme n'absorbe qu'une partie, une fraction de ces 100, parce qu'il y a les urines, la sueur, les sels, tout ce qu'on veut, l'énergie. Donc, tout n'est pas utilisé par l'organisme. Et on admet que sur cette base 100, eh bien, il y a 60% qui vont être absorbés. Si on retient, c'est le trait bleu horizontal, que l'organisme a besoin de 50, ben ça veut dire que tous les jours, dans cet exemple, on apporte 10 en trop. Qu'est-ce qui se passe? On prend du poids. Et on se retrouve dans une situation de surpoids ou d'obésité. Très bien. On se dit, OK, je vais faire un régime. Deuxième groupe de colonnes. On n'absorbe plus 100, mais on fait vraiment attention et on absorbe cette fois-ci 60. Comme on absorbe 60% de 60, il y a en fait, deuxième colonne rouge, 36 absorbés. L'organisme, lui, a toujours besoin de 50. Ça veut dire que, on est en jaune, il y a un déficit quotidien de 14. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on est en déficit, le poids va chuter. Parfait. Mais au fur et à mesure du régime, en fait, le pourcentage de calories absorbées ne va cesser d'augmenter. C'est la capacité de l'organisme à s'adapter à toute situation. Et quand on s'adapte au jeûne, eh bien, on absorbe de plus en plus ces calories. Si bien que, à la fin du régime, en absorbant toujours 60, en administrant, en ingurgitant 60, eh bien, on absorbe 50. Or, comme il se trouve que l'organisme a besoin de 50, eh bien, le bilan est nul. Ça veut dire qu'on ne perd plus de poids. Donc, on a fait un régime, on a perdu du poids, puis le poids s'est stabilisé. Alors, à ce moment-là, on se dit, OK, je suis arrivé à l'objectif que je m'étais fixé, donc je vais faire attention, je ne vais pas retourner à la base 100 comme avant, mais, groupe de colonnes de droite, je vais absorber cette fois-ci 80. Mais comme l'organisme, entre-temps, a pris l'habitude d'utiliser au mieux les calories ingurgitées, il a pris la capacité à absorber encore mieux et à utiliser encore plus, eh bien, il va absorber dès lors 80% de ces 80 calories ingurgitées, soit 68. Ça veut dire que par rapport à la base de 50, qui est toujours les besoins de l'organisme, on est cette fois-ci sur un excès de 18. Et le paradoxe, c'est que c'est plus qu'initialement. Et en fait, quand on entend les patients dire « j'ai fait un régime terrible, tout ça, j'ai perdu 18 kilos, mais j'en ai repris 25 alors que je mange moins », on se dit « mais non, il y a une subjectivité de l'assiette, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont mangé ». Mais non, ils ont raison. Effectivement, en mangeant moins, on prend encore plus de poids qu'initialement. Je pense que l'explication de cet effet yo-yo doit être faite auprès des patients pour comprendre pourquoi les régimes échouent et pourquoi il faut, dans la stratégie qu'on se fixe, viser à être progressif. La question, c'est pas combien on va perdre de poids, c'est comment on va perdre son poids. Et il faut le perdre de façon harmonieuse, il faut le perdre de façon ludique, et il faut essayer de contrer l'adaptation de l'organisme pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors, les régimes, ça ne marche pas très bien. Donc, on va réfléchir pour contrer le syndrome métabolique, pour contrer le surpoids et l'obésité, on va réfléchir à une approche innovante, à une approche radicalement différente qui fait qu'on puisse penser les choses de façon différente. Quel est le cahier des charges, tout compte fait, pour cette nouvelle stratégie? Le premier objectif, c'est qu'on veut s'inscrire dans la durée. On ne fait pas une démarche de perte de poids, on n'envisage pas, par exemple, la pose d'un ballon gastrique pour les 4 mois de la pause. On l'envisage pour les 40 ans qui viennent. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que cette démarche soit, dans la mesure du possible, ludique.
C'est-à-dire que, là aussi, il ne faut pas que ça soit rébarbatif, contraignant, désagréable, parce que on peut faire un effort ponctuellement, et puis très vite, on va relâcher son attention, et puis si c'est contraignant, on va abandonner et s'exposer à l'effet yo-yo et reprendre encore plus de poids qu'avant. Le troisième critère dans ce cahier des charges de cette réflexion sur une nouvelle approche, c'est d'être le moins invasif possible. La chirurgie bariatrique, elle a clairement des avantages, elle contribue à aider beaucoup de patients, surtout les patients qui sont dans un état d'obésité avancée, mais elle comporte des risques, elle comporte des échecs également, et par conséquent, il faut réfléchir à une façon de faire différente qui soit moins invasive. Le quatrième critère dans ce cahier des charges, c'est de se dire, les médicaments, c'est pas la solution. D'ailleurs, beaucoup de médicaments pour le proposer dans le traitement de l'obésité ont été retirés du marché. Et puis, là aussi, on ne va pas prendre pendant les 40 ans qui viennent des médicaments de façon régulière. Le cinquième critère, c'est de réfléchir à quelles sont les causes du surpoids. Pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation de syndrome métabolique ou de surpoids ou d'obésité? Donc, il faut nécessairement s'intéresser au mental du patient. Tout ça doit être coordonné par le médecin traitant qui est le plus amène à prendre, qui connaît le patient, qui connaît sa façon de vivre, qui connaît l'entourage, qui le voit régulièrement, qui peut coordonner toute cette démarche. Alors, quelle stratégie on propose pour la prise en charge du syndrome métabolique et du surpoids? Eh bien, c'est une stratégie avec 4 axes principaux. Bien entendu, la diététique, c'est très important, mais la diététique, ça ne doit pas être rébarbatif, ça doit être équilibré, ça doit être basé sur le bon sens. Bien sûr qu'il faut boire beaucoup, bien sûr il faut manger dans une assiette à dessert, il ne faut pas se resservir, il faut éviter les fast-foods, il faut privilégier les fibres et les légumes, il faut diminuer les sucres et les graisses, mais il ne faut pas imposer des régimes types aux patients parce que très vite, il va y avoir un phénomène d'échappement. Donc cette diététique, elle est importante. Dans le programme qu'on réalise à Marseille pour la mise en place d'un ballon à Lurion, il y a bien entendu une prise en charge diététique, mais elle doit être équilibrée, elle doit être minimaliste et elle doit être ludique dans la mesure du possible. Le deuxième volet, c'est l'exercice physique. C'est vrai pour nous tous, c'est vrai pour toute la vie, c'est au moins 2 fois par semaine, c'est intégrer la marche à pied dans sa façon d'évoluer, c'est si possible de l'intégrer dans son activité professionnelle ou bien de se rendre compte de se rendre de son domicile à son travail à pied. Mais la marche à pied, on lui trouve toutes les vertus, mais l'exercice physique, et là aussi, ça doit être harmonieux, ça doit pas être contraignant, c'est pas ok, est-ce que vous faites du sport? Oui, 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 je me suis inscrit dans une salle de sport, très bien, ok, vous y êtes allé, pas encore, mais ça marche pas. Il faut avoir envie, il faut de l'émulation, c'est aussi une façon de renforcer les liens du couple, c'est aussi la façon de partager avec d'autres, avec des amis ou de sa famille, et donc il faut un exercice physique, et il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut que ça soit plaisant, parce que sinon on va arrêter au bout de 3 ou 4 mois. Le troisième volet, dans cette stratégie à 4 axes, c'est un procédé mini-invasif et je veux parler du ballon à Lurion qu'on met en place sans endoscopie. Le quatrième volet, ça sera la prise en charge du mental du patient. Alors on va s'intéresser, qu'est-ce que c'est finalement ce ballon à Lurion? Eh bien, c'est un programme d'un ballon qui est extrêmement innovant sur le plan technologique, puisque c'est le seul ballon au monde qui est posé sans endoscopie, sans anesthésie générale, a fortiori sans chirurgie, et qui est posé de façon simple. Alors vous avez ici le ballon qui est connecté à son raccord de remplissage, qui est un cheveu. Vous voyez la petite taille du ballon. Ici, en dessous, le ballon qui est rempli avec 550 millilitres. Ça veut dire qu'il mesure 10,5 cm de diamètre, donc il pèse un peu plus de 550 grammes dans l'estomac. Dans le cadre de ce ballon, le patient est suivi par Internet au quotidien avec la remise d'un pèse-personne qui est connecté, d'une montre qui permet d'évaluer
la masse grasse, la masse maigre. Tout ça, c'est connecté au smartphone du patient et bien entendu au smartphone du praticien. Alors, en pratique, comment ça marche? Vous avez ici le ballon représenté par la flèche verte. Vous voyez que si on se réfère à une pièce de 10 centimes d'euros, bah c'est une grosse bouchée de viande. Le raccord de remplissage qui est de très fin calibre et qui est gradué en centimètres pour qu'on sache où on est. Une fois le ballon rempli, eh bien, on peut le suivre, vous le voyez sur le cliché de droite, tout simplement par échographie. C'est très simple à voir, c'est l'image noire qui est là, on le voit bien arrondi. On peut vérifier sa bonne position, vérifier qu'il n'engendre pas d'obstruction au niveau de l'estomac. C'est donc très simple lors de la consultation de voir où on en est. Sur les trois schémas du bas, vous avez la pause. Donc, une fois le ballon descendu dans l'estomac, eh bien, souligné par la flèche verte, donc connecté à son raccord de remplissage, eh bien, une fois rempli, le raccord est désaccouplé et le ballon fait sa propre vie dans l'estomac pendant les 4 mois de pause avant de se dissoudre spontanément. C'est de la science-fiction, hein, la valve se dissout au bout de 4 mois, quelquefois un petit peu moins, de sorte que le ballon peut à ce moment-là migrer au niveau du tube digestif et être expulsé dans les selles. Quelquefois, le patient ne s'en rend même pas compte. Alors, le quatrième volet, c'est la prise en charge du mental. Ça n'a pas de sens de faire une démarche de prise en charge d'un syndrome métabolique ou d'un surpoids ou d'une obésité si on ne se pose pas la question pourquoi il y a eu cette prise de poids. Je suis surpris de voir que dans beaucoup de centres de l'obésité et tout ça, il y a une consultation avec un psychiatre. Bon, c'est très bien dans le principe, mais je constate que rarement on mentionne les causes de la prise de poids. Alors, je lisais dans un magazine féminin, mais bon, tout ça c'est très médiatisé, que finalement il y a un pourcentage de la population absolument hallucinant, j'ai du mal à croire ça, que près de 10% des gens en surpoids, ou même plus de 10%, ont eu des abus sexuels pendant l'enfance ou l'adolescence, ou bien des problèmes avec la recomposition de la famille, avec telle ou telle personne. Donc, un problème sévère, un problème grave qu'on cherche à occulter, on cherche à oublier, et puis la façon de s'alimenter de façon déséquilibrée et excessive est en quelque sorte une espèce de barrage, de parade à ces événements douloureux de l'enfance et de l'adolescence. Ça veut dire que si on ne les prend pas en considération, d'abord si on ne les recherche pas, eh bien on ne va pas les prendre en considération et on va diminuer de pouvoir s'inscrire dans la durée une fois la perte de poids obtenue avec le ballon. Et donc, dans ce programme Allurion, on inclut 4 séances d'hypnothérapie qui durent 1h30 pour la première et plus d'1 heure pour celles qui suivent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie recherche en profondeur qui est faite pour décortiquer, comprendre, analyser, mettre à plat, faire en sorte que le patient se libère, prenne en considération lui-même les causes qui ont conduit à ce surpoids et ça permet à ce moment-là une réussite qui s'inscrive dans la durée. Alors, très bien, ce programme Allurion qu'on propose, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Alors, les résultats, de plus en plus de travaux sont rapportés dans les réunions scientifiques et puis dans les publications dans les revues internationales à comité de lecture. Ce sont des publications qui sont récentes puisque le ballon Allurion, c'est un développement récent, mais c'est quand même le premier ballon posé dans le monde avec, je crois, plus de 60 000 ballons posés cette année, alors que le marché de la planète le plus important, les États-Unis, le ballon n'est pas encore diffusé aux États-Unis, donc ça sera encore vraisemblablement beaucoup plus. Alors, il faut rappeler d'abord que, comme le rappelle ici ce petit texte, quand dans une étude qui a été une étude nord-américaine rapportée par le Collège de cardiologie, le simple fait de perdre 5% de la masse corporelle, eh bien, on diminue de façon significative sur le plan statistique
les risques de complications cardiovasculaires liées à l'obésité. Or, les études en cours avec le ballon Allurion mentionnent, selon les centres, des résultats qui vont de 10 à 15% du poids total perdu. On peut donc raisonnablement se dire qu'on va réduire de façon drastique les complications cardiovasculaires prévisibles qu'on observe dans le cadre du syndrome métabolique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette perte de poids, 19 fois sur 20, donc dans 95% des cas, elle est durable. Alors, vous avez sur les 4 colonnes bleues, vous avez les résultats de notre centre à Marseille à 1 mois, 2 mois, 3 mois et 4 mois. Ce qui est intéressant, que ne montre pas le diagramme, c'est que au 5e mois, on atteint le chiffre de 15%, donc on rejoint les études qui sont déjà publiées. Et puis surtout, la stratégie est de s'inscrire et de se prolonger dans la durée. Alors, si on considère le diabète ou le prédiabète, quel est l'impact du programme Allurion? Alors, vous avez les colonnes en vert foncé, c'est le chiffre d'hémoglobine glycosylée, donc qui est en abscisse ici, en rappelant que le diabète, ça se définit au-dessus de 7% de dosage de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est en quelque sorte, c'est le stigmate, c'est le témoin de ce qui s'est passé au niveau du niveau de glycémie sur les semaines précédentes. Donc, c'est le mouchard du taux de sucre sur les mois qui ont précédé avant. Donc, dans cette population présentant un diabète de type 2, ça veut dire qui ne dépend pas de l'insuline, à la fin du programme, la majorité des patients ne sont plus diabétiques. Et donc, on dispose là d'un vrai moyen de prendre en charge le diabète de type 2. Si on s'intéresse à une cohorte de patients qui ont un prédiabète, là aussi, avec une chute qui est significative, on arrive à supprimer ce prédiabète avec le programme Allurion. Alors, on va arriver au stade des conclusions. Finalement, dans ce syndrome métabolique, le médecin traitant, on l'a dit, a un rôle qui est central, d'abord pour le dépistage, pour assumer son rôle de prévention des complications, en particulier cardiovasculaires, et surtout sur le plan des infarctus du myocarde et sur le plan des accidents vasculaires cérébraux, en rappelant qu'il y a un risque médico-légal pour les médecins à ne pas prendre suffisamment en considération le syndrome métabolique, comme le surpoids, comme l'obésité. On peut imaginer, par exemple, que une personne, un adulte dans la force de l'âge, très actif, soit foudroyé par une hémiplégie parce que ce patient présentait un syndrome métabolique qui n'avait pas été détecté et que donc pas pris en charge. Et puis, la famille ou le patient lui-même peuvent porter plainte en se disant on ne m'a pas pris en considération. Et donc, c'est rappeler la nécessité de détecter ce syndrome métabolique, de simplement prendre l'attention, mesurer avec un mètre de couturière. Je ne suis pas sûr que nous autres, les médecins, le fassent systématiquement, mais c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Et à ce moment-là, proposer, associé aux critères biologiques qu'on a dit, donc une fois le diagnostic posé, proposer cette stratégie en 4 axes et assurer la coordination de cette prise en charge. Je voudrais terminer en disant que toutes ces informations, toute cette approche innovante qui intègre le programme Allurion dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité, on l'a mis par écrit dans une monographie. Cette monographie, je serais heureux de vous la remettre par courrier si vous en faites simplement la demande. Vous avez ici mon mail pour ça et je vous l'enverrai avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention. On va maintenant s'intéresser aux questions. La première question qui est posée, c'est combien je vais perdre avec ce programme Allurion? Alors, effectivement, c'est la question que le patient va légitimement poser
ou le praticien qui est en arrière-plan du patient, dire ok, c'est un budget, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, mais combien ça va coûter et combien je vais perdre? Bon, bien sûr que c'est une bonne question, puis on se dit ok, moi je vais faire cette démarche, ça va me coûter sans remboursement par les tutelles, je veux que ça soit rentable pour moi, combien je vais perdre? Bon, la question est bien sûr légitime, mais ce n'est pas la question. La question, c'est, comme on l'a dit, c'est pas le delta, combien je vais perdre, mais c'est la façon de perdre avec une cinétique harmonieuse. À ce sujet, vous avez tous entendu parler de programmes de publicité extrêmement aguicheuses sur le fait que avec tel ou tel procédé, tel jeune ou tout ça, on perd du poids de façon très impressionnante et on peut même voir les photos de gens avant, après. On peut être sûr qu'on va les exposer à l'effet yo-yo et que c'est très bien d'avoir perdu 20 kilos, mais qu'est-ce qu'il en est 6 mois après? Autrement dit, c'est beaucoup plus satisfaisant d'avoir un patient qui va perdre 10 kilos tranquillement qu'un patient qui va perdre 15 et qui va en reprendre 5, et on peut se poser la question de savoir s'il ne va pas reprendre encore plus que son poids initial. Et donc, par conséquent, les critères d'une bonne stratégie, c'est un programme qui prenne en charge la globalité du patient, c'est casser la courbe de poids, et c'est le but que propose le ballon à l'Urion, peu importe la durée de pause. Le but, c'est de casser cette courbe, de faire en sorte que le patient change son image, son schéma corporel, change son regard sur soi-même, change le regard des autres, et se dise, OK, moi je ne veux plus faire ça, et à ce moment-là, il va de lui-même vouloir s'inscrire dans la durée. Quand en plus, on l'accompagne avec l'exercice physique, la diététique et la prise en charge physiologique, eh bien, on a à ce moment-là les meilleurs garants de pouvoir avoir un résultat qui s'inscrive dans la durée. Donc, ce qui compte, c'est pas tellement la durée de pause, ce qui compte, c'est la cinétique. Le deuxième point qu'on pose, c'est le budget. Alors, le budget, effectivement, il n'y a pas de prise en charge par les tutelles. Effectivement, c'est un budget qui est important, de l'ordre de 3 000 euros selon les centres, selon l'accompagnement. Le ballon a nécessité, pour information, plus de 5 ans de recherche à 50 chercheurs. Donc, il y a eu une recherche et développement très importante qui contribue certainement à expliquer son coût élevé et puis d'une technologie qui est quand même extrêmement innovante. Et puis, il y a toute cette prise en charge. Tout ça, c'est un budget, mais c'est aussi finalement le meilleur investissement qu'on puisse faire si on réussit, parce que on peut à ce moment-là vivre plusieurs années de plus dans de meilleures conditions. Alors, je voudrais répondre à la question du docteur Hamza Regig, qui me dit gentiment « Bonsoir mon ami, toujours à la hauteur, merci Mounir, tu es très indulgent. Est-ce qu'on peut avoir cette méthode lors d'un séminaire ?» Bon, la réponse est oui, certainement. Je passe à la question de Corinne qui demande « Est-ce que la pose de ce ballon aide à limiter les envies sucrées ?» La réponse, c'est oui également. D'abord par un effet le plan hormonal, donc en diminuant la résistance à l'insuline et à la leptine, oui, on limite les envies sucrées. Quand de surcroît, on modifie le psychisme, on interfère également avec la dépendance au sucre. Donc oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, le sucre est, à l'heure actuelle, je lisais un éditorial qui résume de façon très évidente, sucre, le nouveau tabac. C'est-à-dire que on nous faisait croire avec les cow-boys et tout ça, les Marlboro, les publicités sympas, que c'était très cool et sympa de fumer. On sait que c'est évidemment pas le cas. Eh bien, l'industrie agroalimentaire fait passer le message que le sucre, c'est de l'énergie, que c'est de la vitalité. Bon, tout ça, c'est des messages qui ne correspondent pas à la réalité. On peut certainement
au contraire avoir plus d'énergie avec des apports de sucre moindres. Je voudrais dire d'ailleurs que souvent, après la pose d'un ballon à l'urion, il y a des patients qui disent « mais je ne vais plus avoir d'énergie puisque je ne mange plus ». Bon, en fait, c'est une appréhension légitime, mais qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on veut puiser dans les réserves, et par conséquent, le taux de sucre, c'est-à-dire le taux sanguin du sucre, la glycémie, eh bien, au lieu d'être apporté par l'extérieur, apporté de façon inhérente à l'individu, en puisant dans ses réserves graisseuses, donc les taux de sucre ne varient pas. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir moins d'énergie parce qu'on apporte moins de sucre. Donc, Madame Corinne redit, oui, il y a une sensation d'addiction au sucre, elle a tout à fait raison. C'est une véritable addiction, et vous savez qu'aux États-Unis, les lobbies agroalimentaires arrivent à intégrer du sucre dans les aliments salés pour habituer en permanence le consommateur à avoir l'addiction au sucre. Voilà. Autre question. Alors, merci Corinne, vraiment très, très indulgente et aimable. Merci pour cet exposé très explicite. Bon, voilà. Ok, alors on s'était fixé d'interrompre cette petite conférence à 20 heures. Donc le moment est venu de conclure. Je voudrais redire que cette petite monographie est à votre disposition. Il suffit simplement d'envoyer un petit mail. Je vous remercie à cet horaire qui n'est pas toujours simple d'avoir participé. Je voudrais dire également que je suis très disponible par mail pour répondre à des sollicitations ou des questions, et ça sera un plaisir. Merci à vous tous et très bonne soirée.